Notre monde est peuplé de géants, de créatures majestueuses et puissantes. Je m'appelle Patrick Harrier et je veux percer leurs secrets. Je vais partir à la découverte des plus gros animaux du monde pour comprendre pourquoi, dans la nature, la taille compte vraiment. En Asie, cet animal est énorme. En Amérique. Ou encore en Afrique. Quelle puissance! Je l'ai pas vu venir. Je découvrirai que c'est grâce à leur impressionnant gabarit que les gros animaux peuvent survivre. Je dévoilerai aussi les mystères de ces titans du passé, qui ont disparu faute d'avoir pu s'adapter aux transformations de leur environnement. Les géants d'aujourd'hui risquent de connaître le même sort. Ce sont les premières victimes du plastique qui pollue les océans et du réchauffement climatique. Les derniers titans de la planète sont plus menacés que jamais. Nous allons faire un tour du monde de ces espèces hors normes. L'Australie et l'Asie sont des continents aux paysages variés. De l'océan et des îles, aux jungles et aux forêts, je vais m'approcher de véritables colosses et révéler que leur taille est liée à leur environnement. Partons sur les traces des derniers géants. L'océan Indien couvre près de 20% du globe. Cette immensité abrite un géant. Une créature de plus de 20 tonnes. Et d'une quinzaine de mètres de long. Le plus grand poisson du monde. Le requin-baleine. Ce titan vit dans les profondeurs. Mais chaque année, d'avril à juillet, il vient se nourrir près de la surface, dans les eaux les plus riches de l'océan. C'est l'occasion rêvée d'observer ce géant. On va bientôt survoler la zone. Pour approcher un requin-baleine, je me joins à une équipe d'experts qui surveille l'évolution de ce grand migrateur. Direction le récif de Ningaloo, au large de la côte ouest de l'Australie. Ningaloo veut dire eau profonde. Comme ce mot l'indique, au-delà du récif, il y a un abysse de 1000 mètres. Ces profondeurs regorgent de nutriments que les courants marins font remonter. Donc, les eaux de surface de la région comptent parmi les plus riches du monde. Dans ces eaux gorgées de nutriments, le plancton se développe en abondance. Pour le plus grand bonheur des requins-baleines. Il y en a un à 3 heures, il se dirige vers le sud. Ah oui, il est là! J'ai repéré un requin-baleine. Mais au milieu de cette immensité bleue, il ressemble à un minuscule tétard. Quel animal incroyable!
Les gars, on vient de repérer un requin-baleine au nord de votre position. Une fois le requin-baleine localisé, l'équipe en mer prend le relais. Super, merci, on y va, terminé. C'est un beau requin. Sur le bateau, on s'organise. On va commencer par mesurer le requin pour déterminer s'il s'agit d'un adulte ou d'un jeune. Les requins-baleines peuvent vivre une centaine d'années. Les petits se développent lentement et n'atteignent la maturité sexuelle qu'entre 20 et 30 ans. Il y a plusieurs façons de mesurer un requin-baleine. La plus simple est de comparer sa taille à celle d'un plongeur. Il est à 50 mètres. J'ai proposé de servir de maître étalon. Allez, vas-y! Au début, je ne distingue pas grand-chose. Et tout à coup, je me retrouve face à un géant surgi de nulle part. Sa bouche fait plus d'1 mètre de large. Je mesure presque 1,85 m. Mais sa nageoire caudale est plus grande que moi. Pour que l'équipe puisse estimer la taille de cet individu, je dois nager à côté de lui. Je n'ai rien à craindre. Pour se nourrir, les requins-baleines filtrent l'eau. Ils n'avalent que des proies de moins de 10 cm. Ce géant n'en reste pas moins impressionnant. Notre différence de taille est flagrante. Le requin-baleine est un poisson particulièrement lent. Il se déplace à peine à 5 km/h. Je nage aux côtés de ce titan pendant un long moment. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps pour moi de remonter à la surface. C'est génial. Il devait faire à peu près 3 fois ma taille, donc dans les 7 mètres. Ça veut dire que c'était un jeune. Les adultes sont encore plus grands. L'individu le plus long qu'on ait jamais mesuré faisait un peu moins de 20 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous alliez à la piscine et qu'un seul poisson occupait tout le bassin. Voilà à quoi correspond la taille d'un requin-baleine. Les scientifiques mesurent régulièrement ces titans des mers. Et ils ont remarqué quelque chose d'étonnant. L'espèce rapetisse. Aujourd'hui, elle mesure 2 mètres de moins que dans les années 1990. Et l'homme est sûrement responsable de cette évolution. Le requin-baleine est une espèce protégée. Mais en Asie, sa chair et ses ailerons sont des mets très prisés. Les individus les plus grands sont donc systématiquement dans la ligne de mire des pêcheurs en quête de profit. Le rétrécissement de ces géants est préoccupant pour l'avenir de l'espèce, car la taille des requins-baleines est essentielle à leur survie. J'ai vu le requin-baleine plonger et disparaître dans les profondeurs. Et ce comportement explique pourquoi ces poissons sont aussi gros. Les requins-baleines profitent des explosions de plancton à la surface, mais ils se nourrissent aussi dans les profondeurs. Ils plongent à plus de 1000 mètres de fond, dans des eaux où la température n'excède pas 3 degrés. Pour aller se nourrir dans ces profondeurs, il faut résister au froid. Plus un animal est gros, plus son corps retient la chaleur. C'est donc leur taille, ainsi que leur morphologie, qui permet aux requins-baleines de survivre dans ces eaux. Ce phénomène s'appelle la gigantothermie.
La gigantothermie revient du fait que proportionnellement à sa taille, plus un animal est gros, plus la surface de son corps qui est exposée au froid est petite. Si les requins-baleines rapetissent trop, ils ne pourront plus aller se nourrir dans les profondeurs et ils risquent de mourir de faim. Malheureusement, ces eaux riches en plancton abritent d'autres espèces menacées, comme les raies manta. Vues du ciel, ces géantes semblent voler dans la mer. Dotées de 2 grandes ailes, les raies manta peuvent atteindre 7 mètres d'envergure. Comme les requins-baleines, elles filtrent l'eau pour se nourrir. Elles ingèrent de grandes quantités de plancton. Mais nos océans sont remplis de fragments de plastique dégradés qui font la même taille et le même poids que le plancton. Quand les raies manta nagent la bouche grande ouverte pour se nourrir, elles avalent indifféremment du plastique et du plancton. On craint que l'accumulation de toxines dans leur organisme n'affecte leur croissance et leur reproduction. Les raies manta peuplent nos océans depuis plusieurs millions d'années. Mais aujourd'hui, leur avenir est menacé par les activités de l'homme. Après avoir sillonné la mer, je m'apprête à arpenter les terres de la région. Cette immensité océanique compte une multitude d'îles. Et ici, les animaux insulaires sont souvent plus gros que leurs congénères du continent. Direction les petites îles de la Sonde. Situé au nord de l'Australie, cet archipel majoritairement indonésien est peuplé de géants. Cette île volcanique abrite un reptile qui ressemble à un animal préhistorique. Un gigantesque lézard venimeux qui peut chasser des proies de plus de 500 kg. Il a autrefois été décrit comme un monstre primitif dans un environnement primitif. J'ai vraiment hâte d'en voir un. Les dragons de Komodo sont les plus grands et les plus lourds des lézards. Comme tous les varans, ces dragons sont carnivores. Je me trouve sur l'île de Komodo, qui a donné son nom à ces géants. Ces gros reptiles mesurent 2 à 3 mètres et pèsent 70 kg. Pour découvrir pourquoi ils sont devenus aussi massifs, je vais en approcher un. Je ne suis pas rassuré à l'idée de me retrouver face à ce puissant prédateur. Je me suis muni d'un bâton fourchu pour tenir le dragon à distance.
Quand on se retrouve face à ce super prédateur, c'est vraiment impressionnant. J'en ai la chair de poule. Sa morsure est mortelle. Ses 60 dents cannelées sont redoutables. Et si ce n'est pas sa morsure qui vous tue, ce sera son venin. On a récemment découvert que ce venin était anticoagulant. Il empêche la blessure de cicatriser. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais toute l'équipe est sur les dents. Heureusement, les dragons de Komodo attaquent rarement sur la plage. Ils préfèrent chasser leur proie à l'affût, bien camouflés dans les hautes herbes et les forêts. Et malgré leur corpulence, ils sont extrêmement furtifs. Les dragons de Komodo se nourrissent de cerfs, de sangliers, de petits mammifères, d'invertébrés et d'oiseaux, mais aussi de proies bien plus grosses. Le buffle d'Asie mesure 3 mètres et pèse 500 kilos. C'est le ruminant qui a les plus grandes cornes du monde. Seuls les dragons les plus gros et les plus expérimentés peuvent s'attaquer à ces géants. Tapi dans les hautes herbes, un mâle est à l'affût. Si ce buffle s'approche, le mâle se jettera sur lui et lui mordra une patte. La salive du dragon contient des protéines toxiques qui empêchent le sang de coaguler et provoquent une paralysie des muscles. Ce buffle s'est fait mordre il y a 2 semaines. Il est à l'agonie. Les charognards rôdent. Mais pour prendre part au festin, mieux vaut être gros. Grâce à leur longue langue fourchue, les dragons de Komodo peuvent identifier les molécules odorantes qui sont dans l'air et sentir un animal mourant à 4 km à la ronde. De nombreux dragons se dirigent vers le buffle. Un jeune mâle va tenter sa chance. Il s'approche du ruminant. C'était une erreur de débutant. Les dragons plus âgés, eux, attendent patiemment. Ils savent d'expérience que rien ne sert de se précipiter. Le lendemain matin, l'heure du festin a enfin sonné. Les individus les plus gros vont s'en donner à cœur joie. Les dragons de Komodo peuvent avaler l'équivalent de 80% de leur poids en un seul repas.
Le jeune mâle est de retour. Mais ses aînés sont plus gros et ils sont cannibales. Le jeune imprudent s'enfuit sans demander son reste. Les gros dragons poursuivent leur festin. Ils n'en laisseront pas une miette. Celui-ci va avaler une patte d'une seule traite. Et ce n'est pas le sabot qui l'arrête. Devant un tel spectacle, on comprend mieux pourquoi ces reptiles sont aussi massifs. L'archipel regorge de grosses proies. Et les dragons sont leurs prédateurs. Voilà pourquoi ils sont devenus bien plus imposants que leurs congénères du continent. Autrefois, des varans encore plus colossaux chassaient ici. Le plus gros lézard qui ait jamais existé s'appelait Megalania prisca. Son crâne était largement 2 fois plus grand que celui du dragon de Komodo. Apparu en Australie il y a environ 2 millions d'années, Megalania prisca chassait des marsupiaux géants. Et il était sûrement venimeux, comme le dragon de Komodo. Mais ce géant s'est éteint il y a environ 50 000 ans, peu de temps après l'arrivée des premiers hommes en Australie. Peut-être l'ont-ils chassé à outrance. Le dragon de Komodo est le plus proche cousin vivant de Megalania prisca. L'espèce ne vit que sur 5 îles indonésiennes perdues dans l'océan. Si ces petits bouts de terre n'étaient pas aussi isolés, les dragons auraient peut-être disparu depuis longtemps. L'Asie du Sud-Est est célèbre pour ses îles paradisiaques, mais aussi pour ses jungles luxuriantes. Cette région abrite les plus vieilles forêts humides tropicales du monde. La plupart des animaux qui peuplent la canopée sont petits, légers et agiles. Mais dans cet écrin de verdure, on trouve aussi un géant. L'orang-outan. C'est le plus gros animal arboricole du monde. Chez les orangs-outans, les mâles peuvent peser près de 100 kg et atteindre une envergure de 2 mètres. Ces grands singes passent jusqu'à 95% de leur vie dans la canopée. Pourtant, ils ne sont pas particulièrement agiles.
On dirait que ces géants maladroits ne sont pas faits pour cet habitat. Pour comprendre pourquoi ces animaux sont aussi gros, je me rends au cœur de la jungle de Bornéo. Cette immensité sauvage abrite un centre de recherche destiné à étudier et protéger les orang-outans. Ici, ces primates vivent en liberté, mais on leur donne des fruits frais pour compléter leur régime alimentaire. Le centre accueille plusieurs femelles et leurs petits. Mais aussi un gros mâle. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est sa taille. C'est fou de se dire qu'il peut se hisser en haut d'un arbre d'un seul bras. Et regardez-moi ses mains, elles sont énormes. Ces singes ont une force incroyable, mais aussi une grande dextérité pour manier les petits fruits, comme les bananes que ce mâle est en train de manger. Dans un groupe, on distingue le mâle du premier coup d'œil. La différence entre les mâles et les femelles est flagrante. Il fait au moins 2 fois leur taille et il arbore une magnifique fourrure. Il présente aussi une poche sous la gorge et des disques faciaux de chaque côté du visage. C'est clairement le mâle dominant du coin. Les mâles et les femelles présentent des différences morphologiques. C'est ce que l'on appelle le dimorphisme sexuel. Seuls les mâles développent des disques faciaux. Ces amas graisseux doublent quasiment la taille de leur visage. Je suis fasciné par ce mâle dominant. Il compte sur son impressionnant gabarit pour s'approprier tous les fruits mis à disposition par le centre de recherche. Mais ça ne marche pas toujours. Cette femelle repart avec un beau butin. La carrure des mâles sert surtout à attirer les femelles. Plus les mâles sont gros, plus ils ont de chances de se reproduire. Jusqu'à l'âge de 10 ans environ, les orang-outans des 2 sexes se ressemblent. Puis les mâles subissent une véritable métamorphose. Leur taux de testostérone augmente de 50%. En l'espace d'1 an, ils voient leur poids doubler et leurs disques faciaux se développer. Les femelles s'accouplent avec les mâles les plus impressionnants. Elles ne donnent naissance qu'à 4 ou 5 petits au cours de leur vie. Alors s'ils veulent engendrer une nouvelle génération, les mâles ont intérêt à être plus gros que leurs rivaux. L'orang-outan est le plus grand singe d'Asie. Mais à côté de ses cousins préhistoriques, ce géant aurait paru bien petit.
plus gros primate de tous les temps se nommait Gigantopithecus blacki. Ce titan du passé se déplaçait à quatre pattes et sa corpulence l'empêchait de grimper aux arbres. Comparé à celui d'un homme, son crâne était énorme. Il était doté de puissantes mâchoires qui laissent à penser que le colosse se nourrissait de plantes fibreuses et dures comme des bambous. Ses pieds étaient tellement grands que leurs fossiles, qui ont aujourd'hui disparu, sont peut-être à l'origine du mythe du Yéti. Ce gigantopithèque a prospéré pendant plusieurs millions d'années dans certaines régions de l'actuelle Asie du Sud-Est. Mais il y a 100 000 ans, une période glaciaire a transformé ces forêts en prairies, et il n'a pas pu s'adapter à ce nouvel environnement. Les orang-outans aussi ont du mal à s'adapter aux transformations de leur habitat. La déforestation est largement responsable du déclin de ces populations de grands singes. Aujourd'hui, en danger critique d'extinction, les derniers orang-outans de la planète risquent de disparaître si nous n'arrêtons pas de détruire leurs forêts. Il est d'autant plus urgent de préserver l'île de Bornéo qu'elle compte parmi les zones du monde les plus riches en biodiversité. Ici, à la tombée de la nuit, la jungle prend vie. Et les faux-semblants se multiplient. Les phasmes sont les rois du camouflage. Ce sont aussi les insectes les plus longs du monde. Certains peuvent mesurer plus de 30 cm sans compter leurs longues antennes. Ce phasme est en plein repas. C'est une femelle. Reconnaissable à sa belle couleur verte, elle est largement 2 fois plus grosse que les mâles de son espèce. Elle porte une vingtaine d'œufs non fécondés dans son large abdomen. Mais ce poids l'empêche de voler. Elle est cantonnée dans un tout petit périmètre. Ce n'est pas pratique pour trouver un partenaire dans cette jungle immense. La femelle est condamnée à attendre qu'un mâle vienne à elle. Heureusement, les mâles peuvent voler. Ils sont peut-être moins beaux et moins gros que les femelles, mais ils se déplacent plus facilement. Celui-ci a repéré l'odeur de la femelle à l'aide de ses longues antennes. Il grimpe au sommet d'une brindille. La femelle est juste au-dessous. Le mâle va s'élancer dans le vide. À vrai dire, il plane plus qu'il ne vole. Mais il vise bien. L'accouplement commence. Le mâle a fécondé les œufs de la femelle. Il reste sur son dos afin d'empêcher d'autres mâles de s'accoupler avec elle. Jusqu'à ce qu'il croise une autre femelle prête à se reproduire. Plus elles sont grosses, plus elles attirent les mâles.
Bientôt, la première femelle déposera ses œufs sur le sol. Grâce à sa grande taille, elle en pondra peut-être plus de 300 en un an, avant que sa courte vie ne touche à sa fin. Ces petits connaîtront plusieurs mues avant de pouvoir à leur tour répandre leur progéniture dans cet écrin de verdure. Après la chaleur de la jungle, direction le froid de la toundra. Nous sommes en Asie du Nord. Ici, les températures atteignent moins 40 degrés. Le sol est recouvert de neige 7 mois par an. Difficile de survivre dans cet environnement inhospitalier. Surtout pour un prédateur aussi gros que le tigre de Sibérie. Cet animal majestueux est le plus grand félin sauvage au monde. Mais la Sibérie est aujourd'hui son dernier bastion. L'espèce est en danger d'extinction. Il reste moins de 600 tigres de Sibérie à l'état sauvage. Ces géants peuvent peser jusqu'à 350 kg. Il leur arrive d'attaquer, voire de dévorer des grizzlies. Le tigre de Sibérie est 2 fois plus gros que son cousin, le tigre de Malaisie. La corpulence de ce félin s'explique par son environnement glacial. Un corps massif retient mieux la chaleur. D'après la règle de Bergman, le climat influe sur la taille des espèces. Plus leur habitat est froid, plus les animaux ont tendance à être gros. S'il n'était pas aussi colossal, le tigre de Sibérie ne pourrait pas survivre dans l'une des régions aux températures les plus basses du monde. Autrefois, des félins encore plus gros peuplaient la terre. Comme ce genre de tigre géant à dents de sabre, nommé Amphimachaerodus, est apparu il y a environ 10 millions d'années. Ses mâchoires s'ouvraient à 60 degrés et elles étaient garnies d'énormes crocs. On pense que ce redoutable prédateur chassait à l'affût et tranchait la gorge de ses proies. Mais la course n'était pas son fort. Quand les équidés qui l'attaquaient sont devenus plus rapides, il ne pouvait plus les rattraper. Il a fini par disparaître de la surface de la Terre. Dans les vastes étendues sauvages d'Asie du Nord, il n'y a pas que les prédateurs qui comptent sur leur taille pour survivre. Les montagnes reculées de la province chinoise du Sichuan abritent un mammifère au corps imposant, mais à l'air débonnaire. Le panda géant, le seul ours herbivore du monde.
Cet énorme animal est 3 fois plus lourd que son cousin d'Asie du Sud-Est, l'ours malais. Le panda géant mesure près de 2 mètres et dépasse souvent les 100 kilos. Pour comprendre pourquoi cet ours est aussi massif, je me suis aventuré dans la réserve de pandas de Bifengxia. J'entends rapidement un premier panda. Oh. Son cri est adorable. Il arrive. Quel animal fabuleux. J'ai du mal à croire que je me trouve à quelques mètres d'un panda géant. C'est extraordinaire. Dire qu'il n'en reste plus que 2000 à l'état sauvage. On dirait une grosse boule de poils à cause de son épaisse couche de fourrure et de graisse. Il est vraiment mignon avec son corps tout rond. Et c'est justement cette carrure qui lui tient chaud. Ici, les températures descendent bien au-dessous de zéro. Il y a encore 2 millions d'années, les pandas géants étaient plus petits. Et comme tous les ours, ils étaient omnivores. Mais une mutation génétique touchant leurs récepteurs gustatifs leur a littéralement fait perdre le goût des proies animales. Les pandas géants ne distinguent plus l'unami, une saveur primaire particulièrement présente dans la viande. Depuis, ils se nourrissent presque uniquement de végétaux. Mais pas n'importe lesquels. Les pandas géants sont très difficiles. Leur alimentation est composée à 99% de bambou. Mais briser ces plantes, c'est vraiment dur et ça demande énormément d'énergie. Ce changement dans l'alimentation des pandas géants a modifié leur apparence. Leur crâne a gagné en taille et en robustesse, ce qui a augmenté leur force de morsure. Le panda géant est bien moins lourd qu'un ours blanc, mais s'il faisait son poids, sa morsure serait plus puissante. Les solides mâchoires de ce grand herbivore lui permettent de réduire les bambous en miettes. Mais il est risqué de compter sur un seul aliment pour survivre. Dans les années 1980, d'immenses pans de forêt de bambou ont été détruits. En quelques années seulement, plus de 10% de la population de pandas géants a disparu. Les gros animaux ont beau être très robustes, ils sont aussi très vulnérables. Les géants que j'ai approchés ont plusieurs points communs. Ils grandissent plus lentement, se reproduisent plus tard et ont moins de petits que les animaux moins imposants. Donc, quand leur environnement subit un changement brutal, ils ne s'adaptent pas aussi rapidement que les petits animaux qui, eux, se reproduisent plus vite. C'est l'une des principales raisons qui fait que les gros animaux sont plus susceptibles de disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de gros animaux sont en danger. Les requins-baleines avalent des débris de plastique toxiques.
Les orang-outans sont victimes de la déforestation. Et le réchauffement climatique risque d'avoir raison du tigre de Sibérie. Mais tout n'est pas perdu. Le nombre d'aires marines protégées ne cesse d'augmenter dans le monde. Elles permettent de préserver la biodiversité de nos océans. Et en Chine, la population de pandas géants n'est plus sur le déclin. Depuis quelques décennies, grâce à d'énormes efforts de conservation et à la protection de 14 000 km² de leur territoire, les pandas géants ont vu leur nombre augmenter. L'espèce est encore vulnérable, mais cette évolution montre qu'il est possible de sauver les gros animaux de l'extinction.